La chaîne d'AT fête ses 2 ans aujourd'hui. Vous êtes nombreux à suivre ses publications, un grand merci à vous tous. Depuis 2 ans, c'est plus de 23 millions de vidéos vues pour plus de 2,8 millions d'heures de visionnage. À travers ces vidéos, AT démocratise le monde aérien avec une approche technique et apolitique. À l'occasion de cette journée, je vous propose de découvrir AT sous un angle d'approche différent. T3, 2, 1. Salut AT! Salut! Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours avant l'armée? Oui, mon parcours avant l'armée, ça a commencé par du sport. J'ai fait pas mal de sport dans le triathlon, duathlon et de l'aviation légère. J'ai commencé sur Jodel D112 à 14 ans. J'ai passé mon brevet de base qui me permettait de voler jusqu'à 30 km autour du terrain le jour de mes 15 ans. C'était le 9 septembre 2001. Et ensuite, derrière, pilote privé, un peu de compétition en voltige aérienne, pilotage de précision. Et puis après, je suis rentré dans l'armée à 19 ans. Alors pour la petite histoire quand même, j'ai fait première S, terminale S, mais j'ai redoublé en fait. J'ai fait première ES, je suis retourné en seconde après un trimestre pour après aller en première S. Donc c'est pour ça que je suis rentré à 19 ans post-bac après un trimestre de prépa. On voit que la compétition faisait partie de ton ADN. Comment le vivais-tu? Je le vivais plutôt bien. Enfin, on va dire il y a eu différentes périodes. Quand j'étais jeune, c'était un moyen de me canaliser et également de gérer l'anxiété, je pense, et d'avoir l'impression de créer de la valeur d'une certaine manière et de rester discipliné au quotidien. En évoluant avec le temps, c'est devenu un peu de la compétition plus contre soi-même, je pense. Donc, au début, peut-être plus de la compétition, première étape, compétition contre soi pour se développer. Après, une compétition un petit peu contre les autres, la partie vraiment... Voilà, quand j'ai fait les mondiaux amateurs de triathlon, duathlon, et puis après, une compétition contre soi, et ça, c'est la phase dans laquelle je suis encore actuellement. Oui, donc du coup, maintenant, toujours compétiteur. Toujours compétiteur, mais différemment, et je pense voilà, que plus jeune, c'était le résultat qui comptait, et puis maintenant, c'est un peu plus ce chemin. On évolue avec le temps. Sélection en vol sur Cap 10, vol solo sur Tucano, 2 ans dans l'US Navy sur T-34 puis T-45, sous-chef de patrouille super étendard, chef de patrouille Rafale, croix de la valeur militaire en Irak, j'ai tout dit là? Ouais, c'est à peu près ça, et puis après, petit passage dans l'aviation civile, mais d'un point de vue militaire, c'est à peu près ça. Et du coup, dans l'armée, qu'est-ce qui fait la différence pour y arriver? La motivation. Je pense que c'est la motivation le plus important, c'est ça qui fait la différence. Ça a été prouvé surtout lors des tests un peu physiques ou psychologiques, quelles que soient les spécialités. Par exemple, surtout chez les forces spéciales, chez les pilotes, c'est pareil. Je pense que c'est la motivation mixée avec la résilience. Il faut vraiment avoir envie de faire ce métier, de faire cette spécialité. En 2020, tu lances ta chaîne YouTube. Pourquoi? L'idée, c'était de partager. On était dans une période assez compliquée avec le confinement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité en fait maintenant grâce à la technologie de transmettre à la nouvelle génération, de transmettre avec les industriels, aux industriels, de transmettre à tous les fans aéros un petit peu le retour d'expérience, le bon sens, l'état d'esprit, si je puis dire, qu'ont les pilotes dans leur avion. Et parce que les pilotes sont des passionnés et que normalement on vole tout le temps, on n'a pas vraiment le temps de partager à la hauteur de ce qu'on devrait ou de ce qu'on pourrait avec les autres fans aéros. Donc l'idée c'était ça a été de partager. D'ailleurs, avec cette communauté, tu as une communauté extrêmement bienveillante. Quel lien as-tu avec cette communauté? Le lien, il est évolutif. Alors, j'essaie de lire absolument tous les commentaires. Ce qui est génial, ce qui donne du sens un petit peu à la fonction de youtubeur, c'est quand des personnes viennent te voir, tu es au restaurant, tu es en terrasse, même tu es chez le coiffeur, ça m'est arrivé. D'ailleurs, je le salue. Ou même dans le train, et les personnes viennent te voir et te remercient pour prendre le temps de partager. Donc ça, je pense que ce lien, il est assez fort parce que tu sais qu'il y a des gens derrière les chiffres. Tu sais que derrière 1 million de vues, en fait, c'est beaucoup de personnes qui se connectent. Et du coup, ça te pousse à te lever le matin. Des fois, je pense que vous l'avez vu sur certaines vidéos. Tu te lèves à 5 h du matin avant de faire ta journée de travail pour partager autour d'un événement, d'actualité ou quelque chose comme ça. Parce que tu sais que ça plaît à des gens, tu sais que ça a son public et tu ne veux pas les décevoir. Donc ça va dans les deux sens. Et c'est facile de toujours trouver des idées? J'ai beaucoup de chance dans la mesure où l'aéronautique c'est quelque chose de très vaste. J'ai différentes casquettes, que ce soit de l'aviation civile ou de l'aviation militaire. Et j'ai envie de dire malheureusement avec l'actualité, il y a beaucoup de choses à
à traiter beaucoup de sujets sur lesquels on peut aller. Donc la géopolitique, moi, c'est pas mon fonds de commerce, pas du tout, c'est pas mon domaine de spécialité. Mais par exemple, analyser ce qui se passe d'un point de vue purement opérationnel, oui, il y a de quoi faire. Ouais. Maintenant, tu es conférencier. Comment t'es venue cette idée d'adapter les méthodes aéronautiques dans le monde civil? Dans un premier temps, moi j'ai découvert la conférence parce que je connaissais rien au monde civil en tant que pilote de combat. J'étais chef de patrouille sur Rafale. On m'a proposé de faire officier d'utilisation opérationnelle, OUO. En anglais, on parle de Subject Matter Expert. Donc, d'aller voir les industriels et de leur expliquer un petit peu ce qu'on fait avec le matériel et comment il faudrait le faire évoluer. Donc j'ai fait ma première conférence chez Dassault devant 400 personnes comme ça à 29 ans. Et ensuite derrière ça a été un symposium Safran et en discutant avec un des ingénieurs de chez Safran, il m'a dit mais en fait on ne communique pas souvent avec les opérationnels, il y a quelque chose à faire. Je me suis dit il y a peut-être un lien. Et une chose une autre, reconversion dans le civil. J'avais ça vraiment qui me travaillait, et puis j'ai eu un souci médical, ce qui m'a forcé à prendre du recul par rapport au cockpit, et puis m'a permis d'intellectualiser un petit peu tout ça, et de trouver un angle, et une chose une autre, voilà, maintenant, la conférence à temps plein. Pourquoi d'ailleurs ces méthodes sont si performantes pour toi? Les méthodes, elles sont performantes parce que l'hypothèse de travail, c'est la mort. La mort pour le pilote, mais ça, c'est pas le plus grave, c'est surtout pour les passagers, et ou pour le client. Pour un pilote de combat, le client, c'est les forces spéciales au sol, et éventuellement aussi pour des civils, des personnes au sol qui n'ont absolument rien demandé. Donc à partir de là, on se sent obligé de trouver des solutions à nos problématiques. On ne peut pas se permettre de laisser des problématiques ouvertes, la to-do list, la checklist, on coche toutes les cases, dès qu'il y a un souci, on va essayer de creuser et de trouver une solution, et chaque chose dans l'aérien est faite pour une raison. La taille de l'immatriculation d'un avion, l'espacement entre les lumières sur le terrain. Là, derrière moi, vous avez le terrain de Toronto. Tout a été réfléchi au centimètre près. Tout a été intellectualisé. Et ce n'est pas forcément le cas dans toutes les industries, parce que si des vies ne sont pas en jeu, ça ne vous motive pas forcément autant. Et je pense que c'est pour ça que dans l'aérien, il y a beaucoup de choses à partager à cause du fait qu'on ait droit à l'erreur, mais on n'a pas droit à l'échec. Tu décides d'en faire un livre, le 2-2-22, tu lances ton deuxième livre Au-delà du cockpit. Pourquoi écris-tu ce livre? Alors effectivement, le 22-2-22, on a sorti le livre sur, on va dire sur l'importance de l'équipier, mais sur l'importance de toutes ces méthodes, leur adaptation, qui est juste là d'ailleurs. Et comme vous pouvez voir sur la couverture, il y a deux avions. L'idée, c'est tout simplement en fait de faire le livre que moi j'aurais aimé avoir entre 15 et 25 ans, même jusqu'à peut-être 30 ans pour être franc. Le livre qui permet en fait d'intellectualiser certaines choses qu'on fait naturellement ou pas, mais qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de créer de la valeur dans un monde où il n'y a pas le choix, il faut être un peu meilleur chaque jour parce que la compétition l'est, parce que l'adversaire l'est. Et l'idée c'est de ramener les gens vers la prise de conscience que tous les matins, ils se réveillent aux commandes de leur propre aéronef, que tous les matins, on est aux commandes de notre propre monoplace de haute performance, et que si personne ne prend les commandes, ça ne va pas forcément être la meilleure des situations, ça ne va pas être une situation d'avenir. Comme tu dis, ce livre nous tend à être meilleur chaque jour, mais est-ce vraiment réaliste? Alors pour être réaliste, je pense que non. Mais ça donne un objectif, un but vers lequel tendre. En tant que pilote de combat, j'essaie de m'améliorer chaque jour. Certains jours, c'est pas possible. Dans le sport, on a des cheat days, des jours où on triche. Donc je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un cercle d'autoflagellation. Mais il faut avoir un objectif vers lequel tendre. Et si on est meilleur 4 jours par semaine, on est une meilleure personne le soir ce qu'on était le matin, et que les 3 autres jours, on ne perd pas de valeur, on arrive à rester stable. À la fin de l'année, ça fait une sacrée différence avec quelqu'un qui s'est peut-être amélioré 15 jours par semaine. Toi, tu te mets des notes? Ouais, ça m'arrive, je me mets des notes. Par exemple, pour les vidéos YouTube, j'ai pas le droit de la sortir. Je ne m'autorise pas de la sortir si j'estime qu'elle vaut moins de 14 sur 20. Voilà, vous savez tout. Peux-tu nous en dire plus sur les 3 piliers de ton livre? Ouais, les 3 piliers du livre, c'est Aviate, Navigate, Communicate. C'est le back to basics, les fondamentaux d'un pilote. On pilote l'avion, ensuite on navigue et après seulement on communique. J'ai décidé de l'articuler autour de ces 3 points-là pour ramener les gens à se rendre compte qu'il faut piloter son avion, donc son propre avion soi-même dans un premier temps, avant de pouvoir l'amener dans la bonne direction. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir échanger avec les autres, parce que la problématique que l'on voit généralement, surtout dans le monde de l'entreprise, sont des gens qui communiquent avant d'avoir géré le pilotage de leur avion et de savoir quelle est leur destination, quel est leur objectif. Donc j'ai voulu l'amener comme ça, mais en fait c'est
Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être brief, be-brief, débrief, il y a pas mal de méthodes dans le bouquin. Et d'ailleurs, est-ce que c'est applicable dans l'univers B2B, dans le monde de l'entreprise? Absolument, c'est complètement applicable. Nous, on l'applique à notre humble niveau, mais on le voit appliqué dans d'autres entreprises, après des formations, tout ça. Donc c'est absolument applicable. Mais il faut bien comprendre que ça commence par de la discipline et ça commence par de l'appropriation. Donc avant de pouvoir être appliqué à grande échelle, il faut que les gens acceptent de se l'appliquer à eux-mêmes, notamment cette notion d'auto-briefing ou d'auto-débriefing qui permet de créer de la valeur individuelle et comprendre que l'excellence individuelle, après, se met au service du collectif. Mais ça s'applique complètement. Tu mets aussi quelques histoires inédites. Tu peux nous dire quelques scoops, s'il te plaît? Oui, dans le livre, pour illustrer l'Aviate, le Navigate, le Communicate, j'ai mis des petites histoires, une de ravitaillement en vol qui se passe moyennement bien, une ce que j'appelais la barrique de trop quand j'étais jeune équipier sur Super Étendard. J'avais un commandant d'unité qui préparait le concours de l'école de guerre et qui dormait pas beaucoup la nuit et on a failli tous mourir bêtement au-dessus des Cévennes. Mais c'est très intéressant d'un point de vue leadership parce que après avoir failli mourir dans son aile, je le respectais plus qu'avant. Et donc voilà, ça c'est grâce à la prise de responsabilité au débriefing. Et une petite histoire également qui m'a assez marqué. On a cru avoir fait des pertes civiles au-dessus de l'Irak, mais j'en dis pas plus, c'est dans le bouquin. Oui, on a hâte d'avoir la suite. Aussi, dans ton bouquin, tu parles de cette notion de standard. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, le standard c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si t'es pas au standard, on va pas te confier l'avion, les clés du camion comme on dit. Donc il faut pouvoir faire confiance à ses pairs, à ses collègues, à ses N-1, et il faut que tout le monde soit au standard pour que ça fonctionne sur le porte-avions. Si vous avez un officier de lancement sur le porte-avions pour vous catapulter qui n'est pas au standard, vous allez avoir du mal à faire votre mission. Donc il faut qu'il y ait un standard pour que les gens aient confiance, et la formation sert à vous amener au standard, et après l'entraînement continu sert à vous y maintenir. Néanmoins, c'est pas une fin en soi, c'est là pour que ça fonctionne, mais ça ne doit pas être une fin en soi, le standard. Pour voler en patrouille, c'est le minimum d'être au standard? Oui, c'est l'absolu minimum parce que, alors, par exemple, si vous êtes dans le monde de l'entreprise, imaginez si je vous dis que dès que vous faites une mission ou dès que vous faites un projet, une réunion avec un N-1, ben, la personne qui a le plus de chances de vous tuer, à votre avis, c'est qui? Ben, c'est votre N-1, la personne qui est dans votre aile. Donc nous, en tant que leader, on part en vol avec un équipier et c'est l'équipier qui est responsable de l'anti-abordage. C'est lui qui doit ne pas vous percuter, quelle que soit la situation. Donc ça vous force, en tant que leader, à être une plateforme souple, à briefer ce que vous faites et à faire ce que vous avez briefé. Mais il y a un gros travail de l'équipier et il faut qu'il soit au standard. Donc c'est pour ça qu'on se force à bien former nos collaborateurs et à bien les accompagner. Tu nous parles de leader. Pour toi, un bon leader, c'est quoi? Un bon leader, c'est quelqu'un qu'on peut suivre les yeux fermés et avec qui on a envie de déplacer des montagnes. Est-ce que tu as déjà vécu une expérience avec un très bon leader? Ouais, j'ai eu des leaders absolument exceptionnels. J'en ai eu des beaucoup moins bons, mais ça se sent tout de suite. C'est principalement lié aux qualités humaines. Ça se sent. J'en ai eu d'excellents, notamment quelques officiers anglais qui m'ont beaucoup marqué. Toi, tu préfères être leader ou follower? Ça dépend de la mission. J'aime bien les deux. Ça dépend de la mission, ça dépend de l'équipe. Sur certaines missions, eh bien, ça va me plaire de prendre le lead. Sur d'autres, eh bien, ça peut même être mieux de se mettre en follower. Je m'explique. Par exemple, si on vous donne la tête de 30 ou 40 avions pour un gros dispositif, au sein de votre patrouille, où il y a 4 rafales, eh bien, il vaut mieux se mettre numéro 3, donner le lead de votre petite patrouille de 4 avions à quelqu'un d'autre, délégué, de manière à pouvoir mieux vous focaliser sur la gestion des 30 ou 40 aéronefs. Donc les deux ne sont pas à mettre en opposition, on peut être leader et follower à la fois. Il faut juste être souple au niveau des casquettes et savoir quelle casquette on a sur la tête. Et ça justement, c'est une vraie problématique dans le monde de l'entreprise. Ce mot follower d'ailleurs, n'est pas trop utilisé en France. Quelle est pour toi la recette pour être un bon follower? Alors un bon follower, c'est quelqu'un de proactif, c'est quelqu'un qui doit faire preuve d'énormément d'empathie et se mettre à la place de son leader et essayer de se dire, tiens, si j'étais le leader, qu'est-ce que je ferais? Donc comment je peux l'aider? C'est très important, ça demande beaucoup d'énergie d'adaptation, on va dire d'un point de vue charge de travail à l'instant T. De mon expérience, que ce soit dans l'aviation civile ou militaire, c'est plus dur d'être follower. Votre charge de travail est plus forte à court terme. Après, le leader a des problématiques autres, mais follower, c'est vraiment pas un rôle facile. Vous devez vous adapter en permanence au leader. Et un excellent follower, eh ben c'est ça. Non seulement il arrive à suivre, mais il arrive à anticiper ce que va faire le leader et va réussir à créer de la valeur pour aider le leader à avancer plus rapidement vers ses objectifs.
En parlant de followers, toi tu en as beaucoup, tu as un petit mot pour tes followers qui souhaitent devenir pilote de Rafale? Il faut y croire et il faut de la motivation. Énormément de motivation et la qualité la plus importante, mais je pense que c'est vrai dans toutes les industries, c'est qu'il faut avoir une motivation qui se traduise par du travail. Si vous arrivez à transformer votre motivation en travail, vous allez soulever des montagnes. Merci beaucoup Athé. C'est quoi la suite pour toi? Et ben la suite, c'est plus de conférences, plus de contenu avec notre petite équipe que je salue ici, avec nos monteurs et mes wingwoman. Donc on va essayer de vous créer du contenu pour suivre l'actualité, mais pas que. Donc je vous dis à très bientôt. Et également, ah oui, on a un petit stage à Osgore, un petit stage en fin d'année. Donc on est en train de préparer tout ça et l'idée, donc ça va être d'aller un petit peu on va dire, au contact de la communauté. Donc pas mal de choses prévues quand même ces prochains temps. Le mot de la fin? Alors moi j'aime bien dire fly safe et aujourd'hui exceptionnellement je pense que je vais vous dire read safe.